Bonjour à tous, aujourd'hui je reçois Lucio, le cofondateur de l'agence 11 SEO et cofondateur de Langfighter. Merci déjà de venir dans le podcast, Merci à toi pour l'invitation, Mehdi. avec plaisir. Voilà, pour commencer, je voulais savoir, on va parler de l'enfance ensemble et je voulais savoir, t'étais quel type de personne quand tu étais enfant? Bah écoute, moi j'étais un peu le clown de la classe. Je t'avoue, j'ai toujours pris plaisir à faire marrer les gens, si tu veux. Plus de ce côté-là, hein. J'étais je veux pas dire le cancre, tu vois, dans le sens où j'étais quand même plutôt bon élève, j'avais des bonnes notes, mais je foutais pas mal le bordel en cours, je t'avoue. Euh, Et, euh, et puis j'étais skater à fond, c'était ma vie. Je kiffais faire ça, je pensais que j'allais faire ça toute ma vie. Bon, je continue à faire en vrai, mais plus maintenant comme un hobby, lorsqu'à l'époque c'était vraiment ma vie. Tous les jours après les cours, j'allais faire skate et tout tournait autour de ça en fait. Et je pense que ça m'a pas mal forgé sur le type de personne que je suis aujourd'hui, mine de rien, parce que tu sais, dans ce genre de sport, tu essayes une figure 100 fois et peut-être que tu la rates 100 fois pour en réussir une, ce qui fait de toi une personne hautement résiliente, je trouve. Et ça, c'est pas tout le monde qui a la patience, tu vois, pour ce sport ou la détermination, même qui peut prendre le risque. Des fois, tu vois, enfin, je sautais des gros trucs, tu vois, quand tu vas sauter un rail en descente sur 10 marches, t'as peur, en fait, t'as beaucoup de crainte et tu vas quand même en sachant que tu peux t'éclater la gueule assez facilement. Donc voilà, je pense qu'il y a plein de choses de ce sport qui font de moi la personne que je suis aujourd'hui et que je pense que en partie, j'attribue une partie de mon succès à ça, en fait. Ouais, c'est ce que j'allais dire, ouais, la corrélation et même aussi le fait, je sais pas si tu t'es déjà blessé au skate? Ouais, pas mal de fois. Ouais, je m'en doutais, hein, que tu allais me dire: «Oui», mais toi, le fait même de recommencer à faire du skate, si tu t'es bien blessé, je pense que faut avoir quand même eu un sacré mental, je pense aussi. Donc toi, c'est lié un petit peu à l'entrepreneuriat, ouais. C'est un sport très, très, très mental. Et tu avais quel, niveau? Bon, c'est peut-être dur de juger soi-même, mais Non, un bon niveau, franchement, je pense que enfin, je faisais des contests, je remportais des prix, tant à Paris que, quand j'habitais à Buenos Aires. Hem, donc non, je pense que j'avais un bon niveau, pas pro quand même, mais amateur avancé, on va dire. Donc, ouais, bah, si sur juste surtout avant. si tu faisais des contests, ouais, des Mmh. petites contests un petit peu Mmh partout. mh. Excellent. Ouais, je pense que tu as répondu à ma question suivante, que le métier que tu voulais faire petit, c'était skater, du coup? C'est clair. Excellent. Et à cette époque-là, tu as une anecdote, tu disais que tu étais un peu dissipé en classe, un truc un peu drôle ou même une autre anecdote liée au business, ouais, un petit truc que tu voudrais nous partager? Je pense que j'en ai plein, pas beaucoup que je puisse partager en public, je t'avoue, ou que je sois à l'aise. Donc passons à la question prochaine, je pense que c'est mieux. Ouais, joker, tu as cramé ton 1er joker. Yes. Et pour en revenir un petit peu, ouais, à l'enfance, tu as fait quel type d'études et comment tu en es arrivé un petit peu à ce que tu fais maintenant? Si on devait résumer sans non plus faire peut-être année par année, mais un résumé, ouais, de t un petit peu, ouais, de ton parcours. Yes, donc moi je suis né à Buenos Aires en Argentine et je fais un lycée français ici parce qu'il était juste à côté de chez moi, tout simplement. Et du coup, à la fin de ce lycée, j'ai eu un bac, comme tout le monde en France, ce qui m'a permis d'aller faire mes études en France. Et c'est là où, en fait, si tu veux, quand j'ai terminé le lycée, je parlais français, mais bon, après, je suis parti à Paris. On va dire qu'au lycée, on t'apprend pas le verlan, tu vois, ce genre de truc. Donc, tu arrives à Paris, en plus skater, tu vois, tu traînes beaucoup dans la rue et je comprenais rien. Et bon, c'est là où j'ai commencé à vraiment apprendre le français. Et j'ai toujours kiffé le market, en fait. De petit, je savais que c'était un truc qui m'attirait, le marketing. Et, euh, et donc, après ma licence, je suis revenu à Buenos Aires, bosser en agence de marketing. Et là, j'étais commercial, si tu veux. Et dans cette agence, on était premier pour le terme agencia de marketing digital, donc agence de marketing digital. On ressortait premier et je recevais du lead tous les jours. Bling, 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 c'était le WhatsApp qui arrêtait pas de recevoir des messages de prospects, de prospects, de prospects. Du coup, je me suis dit, putain, mais c'est quoi ce truc en fait Et à l'époque, un des fondateurs, le mec, il était dev, tu vois, mais je lui dis, du coup, comment t'as fait pour apparaître aussi haut sur Google? Le mec, il m'a dit, j'ai juste mis des liens sur des forums, tu vois, vraiment SEO à la 2000. Et le site, il est toujours là, hein, franchement.
la boîte, est là, ils ont changé de site, enfin, il y a eu un souci avec les partenaires. Le site est totalement à l'abandon, il est toujours top 10 et nous, à côté, on bosse sur la requête et tu arrives plus, hein. Aujourd'hui, enfin, tu sais, en LATAM, c'est super, c'est ce genre de requête, tu as toute l'Amérique, en fait, avec tous les sites .com en espagnol qui viennent. Enfin, il y a la concurrence, elle est juste énorme et t'arrives pas, t'arrives pas, t'arrives pas et les gars, ils sont toujours là avec leur vieux lien forum, quoi. C'est incompréhensible. Mais bon, et du coup, ouais, là, j'ai pu goûter au SEO, j'ai eu de la curiosité. Puis après, il y a eu le Covid, donc il y avait moins de taf. Moi, j'étais chez moi, j'avais beaucoup plus de temps et c'est là où je commence à vraiment creuser le SEO. Je suis curieux à fond et je commence à monter un petit blog au début, que je fais tout ce qu'il faut pas faire sur un blog. Tu vois, j'écris sans vraiment réfléchir à quoi j'écris. Mais bon, en tout cas, ça me permet de mettre mes premiers, la main sur WordPress et voilà, je commence à monter en compétences comme ça. Et après, je reviens de nouveau en France faire une alternance en agence SEO. Et là, c'est où je commence à me professionnaliser, où je commence à monter des sites d'affi aussi, à monter des projets et à vraiment, on va dire, respirer du SEO. Yes, ouais, bon résumé, merci. Et je voulais revenir sur un point, tu as dit que tu étais dans un lycée français en Argentine. Comment ça se fait? C'est tes parents peut-être qui s tu peut-être un des 2 parents qui est français, pour quelle raison si c'est pas indiscret? Non, non, pas de souci. Pas de parents français, pas de sang français chez moi directement. Je crois qu'il y a peut-être un peu qui remonte aux grands-parents ou un truc comme ça. Mais, mais non, en vrai, c'était parce que c'était un bon lycée. Franchement, c'était un bon lycée. Ensuite, c'était vraiment juste à côté de chez moi, genre à 300 mètres. Je pense que ça arrangeait mes darons. Et, et puis en vrai, j'ai une tante qui habite en France avec une cousine. Bref, maintenant j'ai de la famille est partie s'installer là-bas il y a vraiment longtemps quand même, il y a un bon moment. Et je pense que c'était un mélange de tout ça qui faisait que ça fasse du sens, tout simplement. Donc un peu comme par hasard, on va dire. OK, ouais, OK, ouais, merci. Bon, avant de revenir sur, ouais, ta découverte avec le SEO, je voulais remercier le sponsor Linkuma, qui sponsorise la chaîne. Il propose des liens de 7 à 30 €. N'hésitez pas, il y a un petit lien dans la description pour avoir un audit gratuit. Ouais, franchement, moi j'adore Linkuma. Je savais pas qu'ils sponsorisaient, mais franchement, Bon, allez-y, bah, tu les yeux vois? fermés. Yes, ouais, bah, allez-y, comme a dit Lucio. Pour en revenir, ouais, avec le SEO, tu as travaillé du coup en agence, c'est ça? C'est Ouais, dans une agence lilloise, en effet. Ouais, je charbonnais, mais franchement, je pense que mes 2 premières années de SEO valent, par 4 années à peu près, hein, parce que je t'avoue que mes journées finissaient plutôt à 21 heures. Ou en fait, si tu veux, moi, j'étais basé à Paris, mais la boîte avait été rachetée, où j'étais embauché initialement, elle avait été rachetée par un groupe et du coup, ça faisait que maintenant la majorité de l'équipe, il était à Lille et nous, on était en remote à la maison. Donc du coup, ça faisait que bah, je commençais à 9h30 du matin et je finissais à 18 heures, mais mon taf en agence, si tu veux. Et à partir de ça, je mettais 1, 2, 3 heures de plus par jour à charbonner sur mes sites. Et aussi, j'étais en alternance à ce moment-là. Donc, du coup, pendant mes cours, tu t'en doutes que j'écoutais rien et je travaillais sur mes sites. Et ouais, franchement, enfin, je regrette rien parce que ça a bien marché. Ça m'a permis après que ces sites génèrent un joli revenu passif, aussi un cas d'étude, et enfin, il n'y a pas une meilleure façon d'apprendre le SEO que monter tes sites dans le sens où tu fais A et tu vois comment ça réagit et tu n'as pas 1000 autres paramètres à côté qui sont en train de toucher au site. Là, c'est toi qui fais tout de 0 à 100 et du coup, tu peux très bien voir les effets de tes actions directement et comprendre. Si tu fais A, il y a B qui arrive. Autrement, je ne vois pas comment c'est possible. Donc certes, aujourd'hui, les sites de niche, je pense qu'en matière de revenus, ils ne sont pas dans leur meilleur moment, mais je trouve que c'est la meilleure école pour apprendre le SEO. Et puis après, t'en sais rien, ça peut te permettre de peut-être faire quelques thunes additionnelles qui, franchement, on ne crache pas parce qu'en vrai, je pense que c'est pas si compliqué que ça de faire du 300, 400 euros par mois en affiliation, ce que je pense qui est quand même le meilleur type de site. Je pense pas qu'en faisant de la vente de liens, tu apprennes vraiment du SEO, par exemple. Je pense que c'est vraiment un autre sport. Euh, mais voilà, va chercher des grosses requêtes de type meilleur plus produit où tu sais que tu as un petit peu de concurrence et qu'il faut se battre et bosser. Et là, je pense que tu peux beaucoup apprendre en faisant comme ça. Ouais, bah, c'est marrant que tu parles, ouais, d'apprendre. C'est cette période où tu as appris le plus, quand tu étais en agence et que tu montais tes sites? Je pense que oui. Après, forcément, on continue toujours à apprendre et à se développer, hein.
mais c'est juste qu'aujourd'hui, ce que j'apprends, c'est peut-être des petites optimisations de ce que je fais déjà, lorsque avant c'était: «Ah ouais, en fait, si je fais» enfin voilà, tu comprenais des concepts nouveaux que tu appliquais. Je trouve que le la différence en progression était juste énorme. Oui, oui, c'est vrai qu'après tu pas la même, éche tu pas la même marge de progression au bout d'un moment. C'est vrai que quand tu arrives à un certain point théoriquement, tu apprends moins de choses, je pense et encore. Oui, et je pense qu'il y a aussi peut-être cet effet waouh, enfin, je vais jamais oublier la première fois où j'ai ranké en top 10 sur une requête que je ciblais. J'étais en mode, «Non mais enfin, incroyable, en fait». J'ai fait ça et ça marche vraiment, ou ou tes premiers sous en internet, lorsqu'aujourd'hui en vrai, enfin, je sais déjà très bien que, enfin, pour l'avoir fait des centaines de fois, que si je fais un truc, ça va marcher comme ça. Donc il y a pas il y a moins cet effet de nouveauté que je pense aussi qui faisait, heu bah, ça aide beaucoup en fait, ça aide beaucoup à alimenter la passion, et je pense qu'aujourd'hui, bah, il y a moins de cet effet waouh dans mon taf de tous les jours, parce que le SEO reste quand même répétitif une fois que tu as compris, que tu as développé tes méthodes et que tu l'as fait une centaine de fois, tu vois? Pourquoi tu vas faire la différence? Tu sais que ça marche. Et quand tu as lancé tes sites là, du coup, en affi, tu as ciblé le marché français et espagnol ou juste français ou juste espagnol, par exemple? Purement français au début, et puis après, là, j'ai un site, 2 même, dans le marché espagnol. Après, maintenant, je travaille plus dessus, je me focus sur d'autres projets un peu plus rentables qu'on pourra certainement parler par la suite. Mais ils sont toujours là, hein, même, enfin là, je crois que ça fait 1 année et demie que je touche pas, par exemple, ce premier site que j'ai développé, sur lequel j'ai travaillé pendant mes cours, que j'étais en alternance, et le truc, il tourne toujours à 800 balles par mois, tu vois? C'est magique, hein. C'est ouais, non, c'est vrai que putain, quand tu y repenses, tu te dis, bah, au début, ouais, tu mets un bon coup de taf dedans et après ça tourne, peut-être pas en auto non plus, parce qu'il y a certaines actions quand même à faire, mais ça va, c'est pas une grosse charge de travail, toi. Non, bah, au début, c'était un gros, gros, gros travail qu'aujourd'hui, je me dis, en fait, tout le temps que j'ai passé, je sais pas si, enfin, avec le risque que tu as sur les sites de niche, je sais pas si aujourd'hui je les passerais juste dans une logique de monétisation, de faire de l'argent en sortant le facteur à prendre, si tu veux. Mais, mais non, c'est clair que ça peut être très rentable. Ça peut être très, très rentable quand tu te dis que tu touches pas depuis des années, que ça continue à faire une rente, c'est assez incroyable. Mais beaucoup de taf au début quand même. Oui, bien sûr. Bah, après, ce que tu disais avant, ouais, que peut-être que tu recommencerais pas la même chose. Faut aussi se dire que si tu avais peut-être pas fait ces sites, tu en serais pas là à faire les projets que tu fais, tac. J'en doute pas. Je regrette rien du tout. C'est juste que aussi c'était une situation différente. Tu pas, enfin Google n'était pas dans la même situation où on va dire tu avais un peu plus de marge de manœuvre en tant que petit site d'affi pour faire des sous que ce que tu as aujourd'hui. Avec l'IA, ça a quand même rebattu un peu les cartes, surtout sur les sites, d'affiliation, je pense. Pour moi, c'est surtout la HCU en fait. Là, à partir de septembre 2023, pour moi, c'était un avant et un après sur les sites. Où avant, normalement, si tu faisais pas trop de bêtises, c'était un peu plus rare que tu te fasses tacler. Et je pense que ça, c'est la plus grosse mise à jour qu'on a eue depuis peut-être limite Pingouin, à mon avis. Et enfin, même dès qu'il y a plus de prénoms d'animaux, c'est là que je pense que je mets la HCU comme en première place. En vrai, tu vas voir aujourd'hui tous les sites qui se sont fait éclater. À chaque fois, c'est pareil, hein, c'est septembre, octobre 2023. Tu as des courbes de trafic comme ça. Et depuis ce moment-là que je me dis, OK, en fait, tu peux te prendre une claque malgré le fait d'avoir tout fait bien, malgré le fait d'avoir respecté les guidelines sans qu'il y ait rien de mauvais sur ton site. Tout de même, Google peut venir te pénaliser quand tu es juste un site de contenu et pas un vrai business derrière. Quand tu es un vrai business, normalement, tu passes les algos de la HCU. Ouais, ouais, c'est vrai, tu as bien résumé et comment t'en es arrivé du coup? Parce que là, c'était pour resituer, je pense, c'était vers, après le covid, du coup, tu étais plus, on va dire 2022-2023 là pour, quand tu étais en agence à peu près? Mhm, exactement. OK et ouais, comment t'en es arrivé avec, bah, du coup, les 2 projets quoi, que tu as cofondé l'agence 11 et Linkfinder et comment tu as créé ça et comment tu as eu l'idée, en fonction de Alors, du coup, pendant que je suis en alternance, comme je te disais, je montais mes sites. Du coup, je faisais aussi un petit peu de freelance. Je travaillais pas mal avec Superprof sur mes temps de cours, bien sûr, lorsque j'écoutais absolument rien. Et, et du coup, ça m'a permis que, bah, tout simplement, quand j'arrive à la fin de l'alternance et qu'on me propose un CDI, bah, ça faisait pas de sens par rapport à ce que le site plus de freelancing me rapportait.
Donc du coup, c'était assez simple de faire le pas vers l'entrepreneuriat. Enfin, même si j'étais déjà full entrepreneur, mais euh, enfin pas full, j'étais partiellement entrepreneur la moitié de mon temps, et du coup là je passe en full entrepreneur, donc c'est ce qu'on appelle du lean freelancing, ça, et je le conseille à tout le monde qui veut se lancer en freelancing, c'est de vraiment aller petit à petit, progressivement, et puis faire le saut une fois que tu as déjà une bonne base de revenus, parce que mon cas c'était absolument pas stressant du tout. Euh, et du coup, bon, bah, je commence à bosser en free pendant une année. À côté, j'entretiens mes sites. Et bah, je travaillais beaucoup avec une agence web. Et du coup, le bizdev de cette agence web, un jour, entre quelques verres, il me dit tiens, Lucio, est-ce qu'on se ferait pas une petite agence SEO, nous deux? Et franchement, ça me chauffait pas du tout de faire une agence SEO, sauf avec eux, parce que c'est une belle boîte, c'est un bon groupe avec plusieurs millions de chiffres d'affaires et du coup, qui m'apporte pas mal de leads. Donc, l'acquisition, c'est pas trop un souci. Et moi, je me concentre plus sur monter les équipes, monter le niveau. Enfin, c'était un projet qui me chauffait. Donc, c'est venu assez naturellement par des rencontres et par le fait de faire du bon taf pour les clients de cette agence-là, qui se rendaient compte qu'en fait, ce que j'offrais comme service était en toute transparence supérieur à ce qui faisaient les autres agences en termes de flexibilité, en termes de qualité, en termes de personnalisation et plein d'autres choses. Ce qui faisait que du coup, on souhaitait passer par moi à chaque fois, dès que c'était possible, plutôt que bosser avec les autres agences, parce que c'est quand même une des plus grosses agences web en France, à mon sens. Et ils ont bossé avec beaucoup d'agences SEO quand même. Donc, c'est quand même une petite fierté pour moi de me dire qu'aujourd'hui, ils m'ont choisi et qu'ils m'ont même, enfin, qu'ils ont décidé qu'on s'associe là-dessus. Et ouais, puis Linkfinder, ça, c'est une histoire assez drôle où au début, je l'avais lancé de mon côté. Ce projet, j'avais pris un dev ici à Buenos Aires et on avait fait un MVP gratos qu'on l'avait ouvert à tout le monde. Ça avait fait le buzz sur Twitter. Beaucoup de haters, beaucoup de gens qui ont adoré. C'était vraiment un bordel. Parce que personne ne me connaissait. En plus, c'est un peu comme si demain, soudain, quelqu'un vient et chamboule tout le marché avec son petit outil de merde, tu vois. Et, bon, bah, du coup, franchement, c'était impossible à entretenir avec la quantité de data à gérer pour quelqu'un qui n'est pas de base tech comme moi. Donc, j'essayais de bidouiller avec du Zenoposter, des outils de scrapping, mettre tout ça sur un Google Sheet. Ça me prenait énormément de temps lorsqu'en vrai, j'avais déjà des bises qui tournaient assez bien à côté et je n'arrivais pas à monétiser Linkfinder. Donc, du coup, j'ai abandonné. Mais heureusement, il y a les réseaux sociaux et la communauté SEO qui n'arrêtaient pas de me dire par message Lucho, relance-le, Lucho, relance-le. Il y a justement Mohamed de Linkuma, à qui je lui dois beaucoup parce que c'est lui qui m'a énormément poussé à relancer le projet. On était en visio justement sur un call client de Linkuma. Et il me dit, mais tiens, Lucho, c'est pas toi qui avais lancé ça? Et moi, je lui dis, bah ouais, c'est moi. Et pourquoi tu le relances pas? Moi, je pense que franchement, tu mets un petit abonnement à X et puis il commence à faire les maths. Il me dit, bon, en gros, tu peux faire 4000 balles assez rapidement. Tu prends un dev à 2000, donc tu dégages 2000 de marge, un abonnement récurrent, c'est bénéf. Ouais, pourquoi pas? Donc ça commence à traîner un peu dans ma tête. Puis j'ai encore des gens qui commencent à me dire, et à un moment où je dégage déjà un petit peu de temps, bah, je me dis, ok, c'est bon, je relance, je tweete ça. Et il y a Julien qui le lit et qui m'envoie un mail. Salut Lucho, bah écoute, Julien pour le coup c'est mon associé sur le projet Linkfinder. On n'essaie pas du tout. Donc c'est Julien Gadano, hacker, poker player, quelqu'un le connaisse, excellent SO, excellent dev. Et du coup, bah, il me dit, écoute, moi j'ai déjà vu pas mal de gens qui sont en train de demander ça. Du coup, je me suis chauffé. J'ai déjà commencé à développer l'outil. Je pense le lancer bientôt. Donc, je voulais juste te faire savoir. C'était vraiment pas pour te court-circuiter, mais je pense que c'était vraiment euh, voilà, honnête de te le dire. Et du coup, bah, j'ai lu ça. C'était 4 heures du mat de mon côté. Je m'étais endormi en train de voir un film et je me réveille un peu comme ça et je lis ça et je comprends rien. Je me dis putain, le bâtard. Et puis après, bon, bah, le lendemain, je me suis dit non, mais attends, ça c'est une opportunité. Un vrai, juste, c'est un super dev, c'est un super SEO. Moi, je le connaissais vite fait. Du coup, on s'appelle et je lui propose qu'au lieu de se concurrencer, parce que moi aussi, j'avais déjà l'outil. Donc en vrai, Oui, vous étiez tous les 2 gagnants peut-être, je pense qu'il y avait tu avais la communauté en plus aussi, il y avait les gens avaient déjà testé l'outil, donc je pense que c'était une plus-value aussi de c'est clair, j'avais déjà une grosse base de données, j'avais la marque et j'avais déjà l'outil. Et bref, en gros, on a fait une synergie, on s'est fait confiance et aujourd'hui, ça marche super bien. Donc, ça fait déjà une année et 3 mois à peu près qu'on a lancé l'outil.
Et écoute, on est toujours en croissance, grosse croissance avec la dernière mise à jour aussi. Le partenariat, il marche super bien. On papote tous les jours de Linkfinder, mais aussi d'autres bêtises. Donc non, en vrai, c'est chouette et je suis très content de la rencontre et très content aussi que tout le monde m'ait poussé pour refaire ce projet. Donc en vrai, si tu m'as poussé pour faire ce projet, t'écoutes ça, bah merci beaucoup. Excellent. Bah, les deux projets n'empêche, c'était une histoire quand même de rencontres, et d'opportunités comme quoi des fois dans la vie ça tient pas grand chose mine de rien. Et les 2 en même temps, en plus. Je pense que 2024, c'était un gros changement dans ma vie, de me focus sur des projets avec un gros potentiel de scale et avec de l'équipe, en fait. Et ça m'a beaucoup changé dans le sens où moi, j'ai toujours bossé seul avant. J'ai toujours fait mes sous-sols et dans les projets où je me suis associé, je trouvais les gens compétents, pour être honnête, avec qui je m'associais. Et du coup, ça m'avait beaucoup frustré. Et bah là, je pense que c'était juste une question de tomber sur les bonnes personnes. Et quand tu as une bonne personne qui est vraiment complémentaire à ce que tu fais, tu peux vraiment exploser. Excellent, excellent, ouais, tu as bien résumé je pense. Et en parlant, ouais, du coup des 2 boîtes, tu as des objectifs, aussi bien court terme ou long terme, ouais, pour, l'agence et Linkfinder? Oui, avec Linkfinder, on veut vraiment s'internationaliser maintenant et je trouve que c'est ce qu'il nous faut pour aller taper les 20K de MRR, qu'aujourd'hui on s'approche, on n'est pas loin. Pour être honnête, on est à un petit peu plus de la moitié. Et avec 20K de MRR, c'est là où je commence à me poser des questions de revendre une partie pour faire un joli cash out pour le coup. Euh, donc là, pour le coup, on serait à 1 million de valo à peu près, si tu veux. Et, euh, et avec l'agence, je pense qu'on veut aller chercher le million de CA, mais c'est pas, enfin, c'est un chiffre sur lequel je me dirais c'est pas mal, mais c'est vraiment pas mal. Mais je cherche pas trop la course au CA pour le coup. Là, ce que j'essaye surtout, c'est de monter une équipe de consultants SEO seniors, que cette équipe monte en compétences au mieux, qu'on apprenne tous à bosser ensemble et qu'on devienne en fait l'agence SEO de référence en termes de seniorité, d'expertise et de service en fait. Je pense qu'aujourd'hui, il y a ce trou qui manque dans le secteur des agences SEO où tu as beaucoup d'agences très connues, mais celles qui sont connues, le service, normalement, il laisse à désirer ou c'est extrêmement cher et du coup, ça fait que beaucoup de marques ne peuvent pas se le payer. Mais pour une marque qui, tu vois, a un budget SEO, on va dire 25, 30 000 euros à l'année, ce qui n'est pas déconnant, mais quand même, tu peux pas aller bosser avec un Primlist, un Appdix ou d'autres boîtes où tu es à des TJM qui doivent certainement monter les 1000 euros. Euh, donc, bah, tu personne chez qui aller, j'ai l'impression, en tout cas, ou les personnes qui sont là, bah, on les connaît pas, en tout cas, ou moi je les connais pas en étant dans le secteur et en étant très présent sur les réseaux sociaux, donc ça veut dire que la com n'est pas bonne. Donc voilà, je pense qu'il y a un trou à aller chercher, il y a cet espace, et c'est pour ça que je monte une énième agence SEO aussi, c'est parce que j'ai la conviction qu'on peut l'être et qu'on peut offrir le service de l'agence avec l'expertise d'une équipe de free super calée avec au moins 3 4 années d'expérience. Tu vois, même on a des profils qui ont 7 ou 8 années, des profils qui sont même mieux que moi, je pense, en SEO, plus avancés, euh, et, et qui peuvent, un réseau de rédacteurs aussi. On a une façon de faire du netlinking qui est très différente de ce que les autres agences font, à mon avis, un pricing qui est franchement compétitif et une vision de production. Donc, on sait qu'aujourd'hui, pour faire ranker un site, il faut du lien et du contenu. Et du coup, nous, on arrive et au bout d'un mois, on lance ta machine de contenu de netlinking et on arrive à te produire peut-être 10 articles par mois ou si tu veux 10 000 mots de contenu par mois et je sais pas, 500 balles de netlinking qui arrivent tous les mois, ce qui fait qu'à la fin de l'année, bah, tu as 5000 balles et 100 articles qui sont arrivés sur ton site. Normalement, tu arrives à cartonner avec ça. Donc, c'est juste mathématique, tu vois. Et je pense qu'aujourd'hui, les agences, certes, comme tu fais beaucoup d'achats, c'est pas ce qui est de plus rentable. Du coup, elles les font pas et ils priorisent un peu plus de bénéfices. Et nous, aujourd'hui, en tant que passionnés SEO, on priorise plutôt prendre des jolis projets qui nous font kiffer, lancer les machines de contenu, de liens, voir les courbes monter, voir les clients satisfaits, même si ça veut dire que peut-être que pour 200 000 de CA, on fait peut-être 30 000 de marge, tu vois, j'en sais rien. Non, normalement un peu plus, mais bon, euh, voilà, je suis sûr que si tu lui donnes un budget de 2000 balles à une des agences connues, si tu veux, et tu nous les donnes à nous, on va vraiment le prioriser
les résultats. Et je pense que les autres agences, bah, tu auras des commerciaux en fait qui s'y connaissent pas vraiment en SEO et qui vont se dire bon bah qu'est-ce que je peux vendre, qui forcément puisse lui donner des plutôt bons résultats aux clients sans vraiment penser à ce qu'il faut faire plus que ou en le priorisant par rapport à la marge dégagée. Donc en gros, ils vont te vendre beaucoup d'accompagnement, même si tu sais que derrière tu peux pas produire. À mon avis, hein. Ouais, non, mais je suis du même avis que toi pour le coup, mais je vais suivre ça de près parce que c'est vraiment intéressant ta vision des choses. Yes, merci. Et voilà, rien à voir, là, je passe un peu du coq à l'âne. Niveau investissement, tu investi un petit peu, ça peut être dans les cryptos ou toute autre chose, hein. Je dis les cryptos comme exemple, mais ça peut être l'immobilier ou plein d'autres sujets divers. Ouais, écoute, les cryptos, j'ai mis quelques billes, mais résiduelles, si tu veux. Mais non, moi, franchement, là, c'est full S&P 500. Je m'embête pas à regarder les marchés. Moi, juste, je mets, enfin, normalement, je fais des cycles d'investissement et peut-être que, tu vois, je mets un bon pognon d'un coup là-dessus et franchement, ça marche plutôt bien. Donc, l'année dernière, la bourse, elle a fait genre plus 30%, si tu veux. Donc, c'est énorme. Ouais, Après c'est une beau, année ouais. exceptionnelle, hein, exceptionnelle. Ça va pas se répéter. Sur le long terme, ça va tendre à 10%. Mais par l'instant, franchement, c'est juste j'investis là-dessus et ça finit par me dégager un bon revenu. Et là, comment dire, avec l'agence aussi, je commence à faire un montage avec une holding en Chypre, si tu veux. Et, euh, et du coup, je peux investir via cette holding sans payer des impôts aux dividendes. Donc, bref, il y a pas mal de bénéfices d'investir en holding qui font que ça devienne encore plus intéressant. Et l'immobilier, écoute, je réfléchis, mais ça bat jamais la bourse en vrai, et ça porte pas mal Bah, c'est de de la risques. gestion après l'immobilier. Même quand tu achètes un bien au début, à part si tu as une équipe, ça te prend, je pense, quand même du temps. Faut monter, faut refaire des travaux si tu achètes un bien qui est à rénover. Donc, je pense, ouais, c'est moins simple, je pense, que la bourse où tu mets ton billet ou tes billets et basta. Hmm. Après, je pense qu'il y a il y a certainement des bons deals, hein. Moi, nous, on travaille avec un client qui s'appelle OpenSound, par exemple. Ils font du private equity immobilier. Donc, à partir de 10K, tu peux investir sur des fonds comme BlackRock ou des fonds assez connus quand même et assez confiants que tu n'as pas, enfin, hors eux, tu peux pas passer et investir là-dessus. Et je pense que ce sont des choses super intéressantes côté immobilier avec des rendements qui tournent autour de 8 à 12% à peu près. Mais tu vois, la bourse aussi, tu es à peu près 10% en moyenne à l'année et c'est juste moins risqué, à mon goût. Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Je pense que tu as résumé. Après l'autre, tu prends peut-être un peu plus de thunes dans l'immobilier, mais bon, derrière, tu as quand même beaucoup plus de choses à faire. Tu prends un peu plus de risques aussi. Ouais, tu as les impôts en plus. Tu as les impôts, c'est beaucoup plus embêtant de ce point de vue-là en termes de déclaration aussi. La bourse, franchement, c'est simple. C'est simple. Et je suis pas sûr en plus que. Alors oui, ça dépend forcément où tu investis. En fait, il faut se dire que plus de risques tu as, enfin plus de gains tu as, plus de risques tu as à côté. C'est plus mathématique. Donc oui, certainement je sais pas, tu achètes un bien et tu l'as acheté sur une zone qui a pris de la plus-value et puis tu revends. C'est certainement rentable, mais d'un côté, tu as un gros risque de décapitalisation parce qu'il faut investir beaucoup d'un coup. Risque de liquidité à côté, tu as beaucoup de risques qu'aujourd'hui, moi, je préfère investir en bourse pour, enfin, j'ai pas ces risques-là et j'ai autant de gains, voire plus. Ouais, bien sûr. Bon, après, je pense que ça dépend ouais, des caractères et de la vision aussi, comme de la vision de la personne, je trouve. Enfin, je dis pas que c'est pas mauvais, que c'est mauvais d'investir en immobilier, pas du tout. C'est juste, objectivement, je pense que c'est certainement plus chronophage pour, je suis pas sûr que, enfin, et un peu plus risqué, c'est tout, à mon goût. Oui, bien sûr. Peut-être tu dis ça, mais peut-être ça se trouve dans 10 ans, tu feras de l'immobilier, on sait pas de quoi demain Oui, est je fait. pense que quand j'aurai, je sais pas, enfin, tu as beaucoup de billets déjà en bourse aussi, tu as la diversification qui commence à être nécessaire. Et, et là, il faut accepter d'aller ailleurs, quoi. Et je pense que l'immobilier, c'est excellent pour diversifier. Tu as un petit peu en bourse, tu as un petit peu en or, tu as un petit peu en immobilier. Je pense que c'est pas mal. Ouais, non, je pense que tu as bien résumé, merci. Est-ce que tu as des chaînes à partager que toi tu regardes de ton côté aussi bien SEO ou des choses peut-être plus divertissantes ou peu importe le secteur quoi ou la thématique? J'ai ma chaîne YouTube qui est toute nouvelle, où je fais une petite formation. Donc, côté SEO, j'essaie de partager un max. J'aime bien ce que fait Paul Argent. J'aime bien aussi ce que partagent les Wizards. Côté SEO, j'aime beaucoup la chaîne de Romain aussi. Je trouve qu'il y a des beaux petits tips à aller chercher. Euh,
Léo aussi, j'aime bien ce qu'il partage, Léo Potvin. Bref, je pense que c'est les plus connus dans la sphère en termes de chaîne YouTube. Et puis aussi, bah, n'hésitez pas à aller voir ce qui se fait à l'étranger. Moi, j'aime beaucoup une chaîne espagnole de Luis Villanueva, que c'est le CEO de Webpositor, que c'est une agence SEO espagnole. Beaucoup de partage, beaucoup de tips. J'ai appris le SEO avec des Espagnols, moi, de mon côté, si tu veux. Et il y a plein de choses bah, qu'ils partagent qu'on ne connaît pas en France et beaucoup de choses aussi que les Français partagent que les Espagnols ne connaissent pas. Euh, donc, bon, si vous connaissez, si vous savez parler un petit peu espagnol, allez voir ça. Franchement, c'est nickel. OK. Ah, c'est marrant, que tu reparles de ça. Ça va être dur après, c'est pas un concours entre français et espagnol, mais tu trouves qu'il y a un fossé entre les 2. Est-ce que les Espagnols sont meilleurs? Est-ce que la France a un meilleur niveau? C'est dur, je pense, de répondre ou je veux dire, est-ce qu'il y a une différence significative? Je pense pas qu'il y ait un meilleur ou un pire. Je pense que on est tous des individus, tu vois. Enfin, c'est pas, on joue pas la Coupe du Monde SO, si tu veux. Euh, donc on joue pas en équipe, hein, mais il y a des excellents SO en Espagne, il y a des excellents. Je parle de bah, justement le prénom que je te mentionnais tout à l'heure, Luis María Villanueva. Il y a Chuis aussi qui est très connu en Black Hat. Il y a franchement beaucoup de personnes. Sébastien Galanternic, c'est un Argentin qui est vraiment très 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 costaud aussi. Mais voilà, c'est des gens que les Français ils n'ont jamais entendu parler parce qu'on va pas se mentir, enfin, je vous aime, mais vous sortez pas la tête de la bulle, si tu veux. C'est rare que les Français aillent regarder ce qui se fait ailleurs. Je trouve peut-être un petit peu en Amérique et encore, Ouais, ouais, en Angleterre, ouais, Angleterre, peut-être Russie un peu aussi. mais c'est peu. Il y a peu de gens curieux qui vont aller voir, tu vois. Lorsque je pense que les Latino-Américains regardent un peu partout, les Espagnols aussi. Et non, en vrai, je trouve qu'en France, il y a des super profils aussi, hein. Je pense qu'après, je suis biaisé parce que moi, je suis beaucoup plus le SEO FR et je connais du coup beaucoup plus de monde. Euh, mais non, je pense qu'il y a dans les deux, il y a vraiment des tueurs. Je connais plus en chiffres en France, mais je pense qu'il y a certainement pas mal de gens en Espagne que je connais pas et que si j'étais aussi investi que je le suis dans le SEO en Espagne, je les connaîtrais et je connaîtrais pas les Français. Ouais, non, mais je demandais plus ça pour, par exemple, tu aurais pu imagine, tu m'aurais répondu: «Ouais, il y a un gouffre, ça me choque», toi, c'était plus dans ce sens, mais OK. OK, OK, excellent. Mais j'irai voir, ouais, de mon côté, si tu pourras m'envoyer le nom, parce que je t'avoue, je suis pas sûr que je le retrouverai ou la chaîne, si tu peux m'envoyer en MP, ça serait cool. Yes, bah, j'irai voir moi de mon côté. Bah, pareil en niveau contenu, mais cette fois, bah, plus textuel, est-ce que tu as des livres, ouais, ou un livre qui t'a marqué, que tu voudrais partager? Ouais, 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 carrément. Bah, écoute, moi j'ai adoré le livre Lost and Founder de Rand Fishkin. Donc c'est le cofondateur de Moz. Pour le coup, il est assez OK. connu dans la sphère SEO. Il a écrit un bouquin qui est très sympa et qui se met dans la peau de, bah, en gros, le fondateur de Moz et comment il a levé des fonds et comment lever des fonds, c'est limite faire un pacte avec le diable. Et bref, ça te pousse vraiment dans sa vision de bah ouais, de comment tu vends une part de ton âme en vendant une partie de ta boîte pour lever des fonds justement et comprendre que bah, c'est pas parce que tu as une boîte qui a levé énormément de fonds ou parce que tu fais des milliards que tu es forcément riche, que tu es heureux ou que tu es libre même. Tout le contraire, limite. Quand tu prends de l'argent, tu dois des choses à quelqu'un derrière, ce qui veut dire que tu as moins de liberté. Ce qui m'a poussé à justement avoir cette vision du bootstrapping et j'ai compris que la levée de fonds, c'était vraiment pas ce qui me chauffait, lorsqu'en vrai, moi, j'ai toujours été quelqu'un de très start-upper, je trouve, et qui a envie de faire grossir des trucs et croître. Et j'adore, en fait, dès mes premiers projets, voir les choses qui passent d'une petite graine à une petite pousse, à un arbre, si tu veux. Donc ça, c'est vraiment qui me motive, mais pas quand tu as ce besoin de toujours être en train de nourrir le cochon pour le faire grossir, pour éventuellement passer un IPO et espérer pouvoir revendre pour pouvoir compenser tous les investissements foireux des, des venture capitals. Donc, Ouais, des investisseurs, ouais, je pense que c'était le mot, que tu cherchais peut-être. je le conseille énormément ce livre. Et puis il y a aussi Traction et Get a Grip de Gino Wickman. C'est une méthode entrepreneuriale très intéressante, bien orientée aux entreprises de services que je pense qui ont beaucoup shapé la façon dont j'organise 11 et la façon dont on a de fonctionner. Très orienté processus, ce qui me permet d'aujourd'hui va pouvoir être un mardi à 15 heures en train d'enregistrer un podcast avec toi tranquillement sans me prendre trop la tête et peut-être aller
mettre les pieds dans la piscine tout à l'heure, tu vois. Et parce que derrière, je sais que tout est géré, que quand il y a un projet qui rentre, alors je t'avoue quoi, hein, ça, faut pas le confondre, mais c'est très huilé, tu vois. Chez 11, tu as un projet qui rentre, moi je fais mon brief, tout le monde sait ce qu'il doit faire, et franchement, c'est top. Donc on est vraiment sur quelque chose très processisé, tout en ayant un énorme degré de personnalisation dans ce qu'on fait. OK, ouais, j'irai voir, ouais, ça parle beaucoup d'organisation du coup, si j'ai bien compris? Oui, mais c'est expliqué avec un storytelling qui est très sympa et franchement, c'est un livre de leçons business avec un storytelling qui te laisse accrocher au bouquin avec des personnages que tu en veux certains personnages et tu aimes beaucoup d'autres, tu vois? Et franchement, c'est un livre que je recommande énormément, Get a Grip de Gino Wickman. OK, bah, j'irai voir les 2. Est-ce que les 2 me bottent bien en tout cas. Clairement mec, game changer. OK, OK, excellent. J'ai un petit jeu sur le podcast, ou un petit défi. Donc, imagine, tu as 100 € de budget et tu as 6 mois de marge quand même, donc tu as 6 mois quand même pour, te loger et pour te nourrir, et tu peux pas te resservir des compétences que tu as apprises. Donc, bah, là, dans le coup, ça sera sûrement, bah, SEO et tout ce qui tourne autour du SEO, et du coup, bah, faut que tu lances, bah, faut que tu vives quoi, donc faut que tu fasses de la thune, comment tu ferais? Hem, avec 100 €, c'est pas énorme, sinon je t'aurais avec 1000, je t'aurais dit: «Tu prends un petit billet en Australie, tu vas ramasser des kiwis pendant 6 mois, puis après avec ce cash, tu Ouais, vas faire après autre tu peux, hein, tu as 6 mois de marge, donc tu peux faire un taf, imagine, je sais pas, pendant 3 mois, tu peux te dire: «Je fais un taf dans» je sais pas, peu importe où, et tu te barres après en Australie, hein. Yes, bah, voilà, écoute, ça, si c'est une option vraiment low risk, j'ai pas envie de me mettre à prendre une compétence, j'ai juste envie d'avancer un petit peu, ramasser un petit peu de cash. Hem, mais non, en vrai, ce que je ferais, c'est apprendre une compétence qui soit hautement demandée. Au réseau, tu vois, tu peux prendre plein de trucs, tu as la cybersécurité, tu as le développement, tu as le marketing, tu as le design, n'importe quoi dans la tech. Et après ça, bah, tu délivres tes services. Enfin, tu te formes pendant 6 mois, par exemple. Tu prends un taf, franchement, tu mets charbonne à fond. Et après ça, bah, tu fais du service. C'est la meilleure façon d'arriver à gagner 10 000 balles. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la façon la plus safe, la plus sécure. Tu apprends juste quelque chose qui est demandé. Il y a beaucoup de personnes qui le demandent. Si tu es bon, forcément, tu auras des gens qui vont venir te chercher. Encore plus si tu es bien spécialisé. Du coup, en plus de te chercher, ils vont être prêts à payer plus pour toi que pour, je sais pas, tu te spécialises en design, bah, on va payer plus. Une appli va payer plus pour un designer expert en design d'application et d'interface que pour un designer global, si tu veux. Donc, ouais, franchement, service à fond dans la tech. Et c'est un peu ce que je fais, et peut-être que je suis biaisé de ce côté-là, mais je pense aussi qu'aujourd'hui, c'est la façon la plus safe et la moins risquée que tous les autres business models. Le service, tu sais que si tu charbonnes et tu es plutôt bon dans ce que tu fais, tu vas réussir. Ah, mais tu as raison, en plus, tu prends pas de risque financier spécialement, toi, à part le temps que tu auras passé à te former, mais c'est tout, toi. Ouais, ouais, non, mais OK, bah, top, merci pour les 2. Ouais, tu as donné 2 réponses, mais c'était cool. Et ouais, c'est la partie un petit peu plus, comment dire? La partie, j'ai perdu le mot, philosophique, je voulais dire, pardon, donc, si tu avais ton toi de 16 ans là, donc du coup, skétos qui fait un peu le con, bon, désolé de résumer à ça, je pense pas que ce serait que ça. Tu lui dirais quoi là, si tu l'avais devant toi? Heu, de kiffer, de profiter de ce moment-là où tes préoccupations sont juste, où dans quel spot tu vas aller skater, le week-end avec tes potes. De profiter aussi que tu as 16 ans et que ton corps, il tient bien parce que là, aujourd'hui, je saute sur des marches et je dois me glacer les les chevilles pendant 2 semaines. Donc, ouais, franchement, de profiter de tout ça et voilà, chaque chose dans son temps, tu vois? Et c'est quelque chose aussi que je le dirais à tous ces jeunes aujourd'hui de 16 ans qui sont en train de regarder YouTube et se dire, «Ah tiens, regarde toutes ces personnes-là qui ont 15 ans, qui gagnent 40 000 balles par mois en vendant des PDF». Les gars, chaque chose a son temps. Tu as 15 ans, profite de la vie, tu auras tout le reste du temps pour faire des sous. C'est pas ça la vie. La vie, c'est vraiment kiffer, passer des bons moments avec des personnes qui sont sympas. La thune, c'est bien, certes, les gens, ils te traitent peut-être un peu différemment et tu as un peu moins de préoccupations, mais ça fait pas de toi quelqu'un heureux, si tu veux. Enfin, c'est pas que ça, c'est surtout les connexions, les personnes, les gens qui t'entourent, la famille. Donc, prendre soin de ce qui importe vraiment.
plutôt que juste, aller chercher, les célèbres 10 K LinkedIn, tu vois? Ouais, je comprends. Non, mais ouais, vraiment inspirant ce que tu as dit et moi, je pense que tu as un petit peu répondu à ce que je vais te demander dans la réponse que tu viens de donner, mais pourquoi tu fais tout ça, actuellement? Je sais pas, honnêtement, je sais pas. Des fois, je me le demande. Je pense que c'est parce que je kiffe, c'est tout. Je trouve que sinon je me ferais un peu chier dans mes journées. On va dire que la journée, elle est longue, non? Tu as quand même, beaucoup de temps. Tu as, on va dire 16 heures où tu es actif et je pense que si j'ai 8 heures à mettre, par jour, sur mon boulot pour m'occuper parce qu'en vrai sinon, enfin je pourrais très bien aller surfer, avec, sous les cocotiers, mais je pense qu'éventuellement ça me saoulerait. Donc je pense que ça m'occupe, ça me plaît, c'est fun, on grandit des choses, je fais des belles rencontres aussi. On a un esprit d'équipe où tout le monde célèbre nos victoires et on est tous ensemble lorsqu'on a des défaites. Je trouve que c'est chouette. Donc, je construis quelque chose qui est un petit peu plus grand que moi. Ça paye bien aussi, donc ça motive, ça marche. Euh, c'est un peu tout et aussi j'ai quand même, je juge en tout cas pouvoir avoir un bon équilibre. Alors forcément, quand tu es entrepreneur, tu n'as pas un bon équilibre, mais j'ai un bon équilibre pour être entrepreneur. Je trouve que je fais du sport tous les jours. Tu vois, là, à 16h30, j'ai mon coach que je le retrouve à 500 mètres de chez moi. Je profite de ça. Je peux aller un petit peu à la piscine. Je peux aller jouer au tennis le soir. Franchement, ça me permet de kiffer ma vie. Là, je suis à Buenos Aires. Peut-être que dans 6 mois, je serai à Madrid, de choisir où je vais habiter. Donc, j'ai pas mal de liberté, en effet, et être maître de mes décisions, ça me chauffe. Et voilà, après, je suis lancé sur ça et je sais très bien que si demain le SO crève et meurt enfin, bah, je pense que je pourrais très bien rebondir sur quelque chose d'autre et je serais fine avec ça. Excellent, merci. Et tu gagnes combien actuellement? Je demande ça, surtout pour, après tu peux répondre en restant vague, libre à toi de répondre comme tu as envie, mais surtout pour encourager, bah, celui qui va nous écouter, qui démarre de zéro, qui a des petits revenus. Donc c'est plus dans ce sens, tu vois? Ça dépend des mois, Ouais, honnêtement, ça mais une dépend des moyenne mois. peut-être, toi, sans ouais, peut-être une petite moyenne si tu devais faire une moyenne, Oui, bah, je sur pense que l'année. l'année dernière, j'étais à une centaine de 100 000 euros de bénéfices peut-être. Bon, après, je payais des impôts en France et ça a fait mal. Ouais. Euh, Cette année, je passe en holding. Je pense que ça peut monter un petit peu plus aussi vers la holding. Mais ouais, aux alentours de ça. Franchement, aux alentours de ça. Et après, aussi, aujourd'hui, je suis plus trop dans une logique de bénéfice perso, en fait, mais sinon plutôt de générer de la valo, en fait. Ouais, bah, comme on disait tout à l'heure, ouais, aussi. C'est ça. Ça, c'est pour moi l'idée, c'est bon, un peu gonfler le cochon si tu veux, mais pouvoir, sans aucune pression financière de l'autre côté, c'est juste essayer de faire de la valo pour un jour pouvoir espérer revendre, prendre un joli cash, mettre tout ça en bourse ou en IMO ou sur un investissement qui le rende plus passif, et puis après, éventuellement pouvoir profiter faire revenir au freelancing, faire des coachings avec beaucoup plus d'expérience et beaucoup plus de succès. Euh, je pense que c'est pas mal comme projet de vie, mais voilà, franchement, je vois au fur et à mesure. Heureusement, je suis aussi assez libre d'arrêter ce qui me fait chier, aller ou doubler les efforts sur ce que je kiffe. Euh, donc, non, et par l'instant, je flow un peu avec ce qui vient. Et j'ai toujours été comme ça, hein. Je trouve que les opportunités, elles ont souvent arrivé, ou en tout cas, j'ai fait en sorte d'être présent pour que quand elles arrivent, vouloir les prendre sans trop me fixer des objectifs. Tu sais, par exemple, avec mon site d'affiches s'est fait éclater justement avec la HCU et c'est pile poil à ce moment-là. Donc ça, c'était octobre 2023 et c'est en janvier qu'on lance Link Finder. Tu vois, ce sont des choses qui, tu vois, tu as quelque chose qui tombe d'un côté et puis après, Ouais, c'est comme quoi c'était le hasard, mais ça t'a permis peut-être tu aurais peut-être pas lancé Linkfinder s'il y avait pas eu la non, c'est clair. Au début, je croyais que c'était de la chance, mais au bout d'un moment, quand tu as de la chance, à chaque fois, je me dis que peut-être c'est pas tant que ça, la chance, tu vois, ça commence à faire un énorme hasard et statistiquement assez improbable. Donc, non, je pense qu'en vrai, il faut toujours un peu de chance, mais il faut surtout se rendre disponible pour faire en sorte que les opportunités arrivent, tu vois. Sinon, si tu restes des bras croisés, faut pas s'attendre que tu aies des billets qui tombent des arbres, quoi. ah, tu bien résumé, il y a une part, bah, je pense, faut être bosseur, il y a une part, après c'est le ha ouais, une part un peu de chance, on va dire, mais si derrière tu avais pas bossé, elle serait pas déclenchée, toi. Mhm.
Non, c'est clair et c'est ce que je vois aussi sur énormément de personnes qui ont ou disent en tout cas qui ont envie de gagner des belles sommes d'argent, d'arriver au célèbre 10 K par mois, mais après qui font pas grand-chose pour, tu vois? Et tu sais très bien que si tu veux arriver à ce genre de montant, il faut prendre des risques dans la vie. En fait, il faut aller, il faut sortir de sa zone de confort, il faut franchement, il faut prendre des risques et il faut s'afficher face au monde et afficher ses projets et ils peuvent, et la plupart des gens sont pas à l'aise avec ça et c'est pour ça qu'à mon avis, les opportunités n'arrivent pas parce qu'on reste trop dans nos zones de confort et forcément, quand tu es dans ta zone de confort, c'est rare que tu puisses passer des paliers, tout simplement. Ouais, c'est vrai. Merci. Merci en tout cas pour cet échange. J'ai deux trois questions avant de clôturer le podcast et voilà. Donc, comment les gens ils peuvent te suivre, sur les différents réseaux ou même ta chaîne YouTube? Je mettrai tout en description donc, comme ça sera cliquable directement. Yes, bah, c'est Lucio Laria partout. Je suis surtout actif, par Twitter et LinkedIn dans l'univers pro. Donc, n'hésitez pas, je suis assez disponible, assez réactif. Si vous voulez échanger, c'est avec grand plaisir. OK, bon ça sera tout ça sera dans la description. Est-ce que tu as une personne ou des personnes à recommander pour, les prochains épisodes? Je trouve que ça serait sympa de parler avec Adrien Bure. Je trouve qu'il fait des projets assez chouettes sur l'univers WordPress. On l'a déjà interviewé. OK. Ouais, Adrien, je trouve qu'il est assez sympa. Bah, j'aime beaucoup aussi François Moreau, qui lance pas mal de projets dernièrement. Lui, il est assez sympa. Il lance easylinks.space, qu'il a un peu foiré ce projet-là, donc il a des retours assez intéressants de ce côté-là. Il lance aussi un logiciel SaaS sur du reporting SEO, donc il se tacle à un joli projet. Franchement, je pense que c'est un entrepreneur qui essaye, qui charbonne et qui va certainement réussir. Et si vous l'avez pas entendu parler de lui, je pense qu'éventuellement vous entendrez parler. En tout cas, j'espère parce qu'il charbonne à fond. Moi, de Linkuma, il est super sympa aussi, franchement. Euh, Jackie de Links Garden, franchement, pour avoir échangé avec lui, faut juste se taire et la laisser parler parce c'est un mec très smart. Maxime de Rocket Links aussi, je trouve. Voilà, je t'ai donné quelques. OK, ouais, c'est noté, merci. Nickel, merci et pour clôturer, le podcast, tu as un dernier mot à dire à nos auditeurs? Bah, écoutez, si vous achetez les liens, allez tester Link Finder parce que franchement, va vous faire économiser énormément de sous. Et puis non, bah, rien, j'espère pouvoir avoir pu vous inspirer, vous apprendre 2 ou 3 trucs et si vous voulez échanger sur quoi que ce soit de ça, je suis dispo par DM. Yes, merci encore pour cet échange et voilà, on va clôturer sur ça. Merci. Merci à toi, Mehdi.